S'asseoir. Normalement, je présente tout le monde, mais je ne sais pas comment présenter Henri. La seule chose que j'ai à dire en 30 secondes, c'est que c'est un ami. Et avec ça, il se débrouille et il lance la conférence. Henri, à toi. Merci beaucoup, Hervé. Ça me suffit comme titre. Voilà, ami d'Hervé Parent pour le Salon Rennes, je pense que ça me titre. D'abord, vous avez raison d'être là parce que je pense que cette table ronde, c'est la principale en fait du salon. Elle concentre toutes les problématiques des autres. Donc, si vous avez peu de temps, c'est celle-ci qu'il fallait venir voir. Je dis ça pour ceux qui sont sortis, je ne sais pas pourquoi. Bon, à côté de ça, passer après François Gagnon, ça oblige à être excellent, messieurs, hein, sachez-le, parce que c'est un homme plein de convictions, et vous aussi. Organisation de l'agence immobilière à l'heure d'Internet et de la dématérialisation. Alors, en fait, on a aujourd'hui, à cette table ronde, je dirais tous les points de vue. On a voulu que tous les points de vue soient réunis lorsqu'on a fait le casting avec Hervé et les organisateurs. Par ordre d'intervention, parce que c'est en gros ce que je vais suivre comme cheminement. À ma gauche, Alain Millet, il est le président de la commission de transaction de l'UNIS, il est aussi vice-président de cette organisation professionnelle que vous connaissez, qui rassemble les administrateurs de biens et des agents immobiliers, la preuve. Ensuite, à côté de lui, non, je vais faire dans l'ordre, Didier André, qui est directeur général adjoint de Century 21 France, réseau bien connu, tout aussi connu que celui qui s'est exprimé tout à l'heure, ERA. Ensuite, je ferai parler quelqu'un qui est tout à fait à l'extrémité, qui est Sylvain Casters, président fondateur de Propriété Privée, un réseau de mandataires, mais on en parlera. Romaric Manovelli, qui est un homme qui apporte des solutions NTIC aux agences immobilières. Et puis, il a accepté que je l'appelle comme ça, le Huron, hein, le Huron, pour faire une référence un peu littéraire, c'est-à-dire quelqu'un qui va arriver avec un regard neuf. François Gagnon lui-même venait apporter un regard rafraîchissant tout à l'heure. Il est à la tête d'un réseau dans un autre pays ami, il nous en parlera, et donc il apportera un regard rafraîchissant et peut-être critique aussi sur nos pratiques. Alors, Alain Millet, bon, à tout seigneur, tout honneur, quand on contribue au pilotage d'un syndicat très traditionnel, hein, en tout cas très ancien, c'est une institution dans ce pays. Il a changé de nom, mais enfin, c'est une maison ancienne et établie, l'UNIS, qui désormais, plus que jamais, s'intéresse à la transaction. Comment comprend-on la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à quel point imagine-t-on que les nouvelles technologies peuvent influer sur l'organisation et le service apporté par une agence immobilière. Alors je m'empresse de dire, mais il pourra parler de lui-même, que Alain est un animal bizarre, c'est-à-dire qu'il a 45 ans d'expérience, mais il a exercé donc depuis 45 ans la transaction, il a formé beaucoup de professionnels, y compris sur des modèles nouveaux, n'est-ce pas, Sylvain Casters? C'est-à-dire qu'il a aussi formé, il continue à former des agents mandataires qui interviennent dans un autre cadre, on va dire, d'exercice. Donc il a un regard très ouvert et puis il a des fonctions syndicales. Alors comment on peut comprendre, quand on est à l'UNIS, cette évolution qui est amenée à influer sur l'organisation de l'agence immobilière? Alors, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, l'UNIS est un syndicat qui a une ancienneté, qui était surtout connu pour décliner un mode économique qui était celui du notable administrateur de biens, syndic, et puis accessoirement qui opérait des transactions immobilières, généralement sur son propre portefeuille. À côté de ce modèle économique, il y a l'autre modèle économique qui a bien sûr été accueilli par l'UNIS, qui est celui de la transaction immobilière classique, généralement monoactivité, qui ne faisait que de la transaction immobilière. Alors, ce qui rapprochait évidemment ces deux modèles économiques, c'était le mode opératoire, qui est à peu près toujours le même pour pouvoir capter la confiance de son client, avoir l'acquéreur et ainsi faire une affaire. Et puis, avec je dirais l'intrusion d'Internet, c'est le mode opératoire qui a été modifié.
Et au point d'ailleurs que ça impacte le modèle économique. Alors, ça a impacté le modèle économique puisqu'on a vu apparaître les réseaux de mandataires indépendants qui avaient évidemment le mode opératoire peut-être à l'époque le plus en avance par rapport à ces modèles classiques et qui a fait qu'il s'est également développé. Alors, tu as fait état de la formation qu'on peut faire à un réseau de mandataires. Oui, parce que le professionnalisme n'a pas de frontières, il n'a pas de couleur, il n'a pas d'ADN qui soit particulier. Le professionnalisme, il se nourrit par une formation de qualité, avec le respect du client, de ses confrères, et surtout de la législation, de manière à ce que ça reste toujours dans un cadre très légaliste. Alors, comment est-ce que nous voyons les choses? Pour ce qui concerne l'UNIS, nous avons un comité de prospective stratégique qui s'intéresse bien évidemment à défendre non seulement la cause de nos adhérents, mais voir comment préparer nos adhérents à ce qui nous attend. Or, en la matière, nous n'avons pas de boule de cristal suffisamment claire, je dirais, qui est trop opaque pour l'instant, pour savoir exactement comment ça va évoluer. On dira simplement que actuellement, si on se désintéresse des nouvelles technologies de communication, si on se désintéresse de savoir quels sont les algorithmes de Google pour ce qui est du référencement, si on se désintéresse de la qualité que doit avoir un site pour recueillir des acquéreurs, de nouveaux acquéreurs ou utilisateurs ou nouveaux locataires ou nouveaux copropriétaires, eh bien, on passe à côté d'un marché qui est en train d'évoluer de manière très rapide et qui suppose bien évidemment qu'on colle à la réalité et surtout qu'on soit préparé à évoluer, quitte à évoluer très rapidement, ce qui n'était pas dans notre façon de voir jusqu'à présent. Merci beaucoup, sachant que dans les rangs de l'UNIS, on trouve aussi bien, on peut le dire, un grand groupe leader national d'administration de biens, un Foncia, hein, ici même François Davis s'exprimait pour votre congrès il y a 15 jours ou 3 semaines, à Sergic, et puis des opérateurs indépendants, très traditionnels. Donc il vous appartient de trouver pour l'ensemble de ces opérateurs les voies d'avenir. Tout à fait. Merci beaucoup Alain. Alors, Didier André. Je vais donner mon image, alors c'est peut-être une caricature, mais moi j'assume d'être la voix voilà, de la majorité. J'assume l'image que j'ai de Century, c'est un groupe d'entreprises indépendantes, un franchiseur, une marque, avec beaucoup de modernité, hein, et avec une inspiration anglo-saxonne, hein, une origine revendiquée. Et puis, à côté de ça, c'est aussi l'incarnation d'un exercice très traditionnel, avec des agences, des boutiques, dirait-on, quand on n'en a pas, des emplacements, voilà, des collaborateurs physiques identifiés, un uniforme, voilà. Donc, le sentiment que vous êtes un peu à la croisée des chemins par construction. Alors quel sens donnez-vous à la question qui est posée aujourd'hui et à l'impact de la dématérialisation sur l'agence? Henri, quel sens aurais-tu donné, toi, à l'arrivée du chemin de fer à l'époque de la diligence? Moi, je te ferai une réponse particulière parce que je suis un homme de cheval, donc je continue à penser que la vérité est au milieu. Voilà. Je suis un petit peu d'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Pour revenir à cette introduction, il y a probablement à l'époque des conducteurs de diligence qui ont résisté à l'arrivée du chemin de fer. Et j'ai le sentiment que les agents immobiliers eux-mêmes ont résisté au tout début de l'arrivée de ces nouvelles technologies dans nos agences. Et c'est vrai que ça a pu faire peur, alors pas aux gens qui sont ici parce qu'ils sont, j'imagine, très impliqués dans les nouvelles technologies, mais ça a pu faire peur à l'image peut-être, si on prend un élément de comparaison, un modèle un petit peu similaire, les agences de voyage qui ont été tuées par Internet, en tous les cas les agences physiques, elles sont disparues de nos villes. Et à l'inverse des agences de voyage, je pense que c'est une formidable opportunité pour les agents immobiliers, l'arrivée de ces nouvelles technologies. C'est une formidable opportunité à condition, bien évidemment, qu'on se les approprie, au bénéfice, bien évidemment, de l'agence, au bénéfice de ses collaborateurs et, bien évidemment, au bénéfice de ses clients. Concrètement, je vais vous prendre 3 exemples de ce que nous sommes en train de construire ou de ce qui va être livré ou de ce qui est déjà en place depuis quelques années.
Tout d'abord pour les collaborateurs. Je pense que tous les négociateurs ont rêvé un jour de se retrouver dans la rue devant un immeuble, de sortir leur application et puis d'être géolocalisés et de découvrir tout d'un coup que dans l'immeuble devant lequel je suis, je découvre le digicode, je sais que historiquement l'agence a vendu il y a 5 ans un appartement de 3 pièces de 60 mètres carrés au 5e étage à Madame Picard, qu'au 3e étage on a installé des locataires, que depuis 6 mois on a fait des locations, des estimations dans cet immeuble. Donc on va mettre en place cette application qui va rendre la prospection plus intelligente et qui va surtout permettre aux nouveaux négociateurs, aux nouveaux conseillers qui vont rentrer dans nos agences, de profiter de l'histoire, de la mémoire de l'agence. Donc première chose. Ensuite, très concrètement, je le dis également pour nous, je pense que les agents immobiliers, y compris chez nous, n'ont pas la culture digitale, en tous les cas c'est pas inné. Nous construisons et nous livrons prochainement un nouveau service qui s'appelle la Scorecard Digital et qui a pour intérêt de noter la qualité des annonces, des biens qui sont publiés par nos agences à travers une notation sur les photos, un nombre de photos par rapport à la qualité du bien, par rapport au type de bien, la qualité des descriptifs, la longueur des descriptifs, la qualité éditoriale des sites de nos agences. Et tout ça avec une vertu, c'est une note. Et pourquoi une note? C'est que celle-ci doit encourager l'agent immobilier à améliorer sans cesse la qualité de présentation de ses biens, parce que, après tout, on leur a confié des biens, et leur métier numéro 1, c'est de valoriser les biens qui leur ont été confiés. Et troisième exemple, c'est pas nouveau, mais ça fait maintenant 5 ans qu'on l'avait sorti, le premier site dit du propriétaire, c'est quelque chose qu'on a industrialisé, qui a été entièrement rénové au cours de cette année et qui permet effectivement au propriétaire de s'exprimer, de donner des informations sur sa maison, pourquoi je l'ai acheté, qu'est-ce qui va me manquer quand je vais quitter cette maison, etc. Qui a une autre vertu qui est celle du référencement effectivement additionnel par rapport au site de l'agence, par rapport au site de la marque. Voilà, 3 exemples un petit peu concrets de l'accompagnement que l'on fait avec ces nouvelles technologies. Donc en tout cas, Century monte dans ce train-là et apporte à ses franchisés un certain nombre de solutions fortes pour intégrer les nouvelles technologies dans une organisation, pour le reste, qui est, on y reviendra, connue, classique, et qui se modernise et qui gagne en performance. Une organisation qui est très bien structurée de ce point de vue-là. Il y a ici le responsable de la com, il y a le responsable du pôle digital. C'est une petite équipe qui travaille de manière très soudée et qui est extrêmement réactive, qui sait anticiper, mais qui sait également travailler de manière extrêmement réactive. Je veux bien que tu passes le micro à Sylvain. Alors, je n'ai pas dit de Didier que c'était un homme de l'art, c'est-à-dire qu'il a exercé la transaction lui-même, voilà, donc agent immobilier, comme l'est Alain. Parce que on a un peu, et Didier a parlé d'une question de génération. Je crois profondément ça. Moi, si vous voulez, je suis à la moitié de ma vie, j'ai 50 ans, et je suis persuadé, en effet, d'être un peu à la charnière. On y reviendra avec Romaric, qui est le plus jeune de cette table ronde, sans vous faire offense, messieurs, hein, je crois même plus jeune que Sylvain. Mais on a effectivement des hommes ici qui ne viennent pas de la profession immobilière, qui n'y sont pas nés, on va dire, qui sont venus ou des nouvelles technologies ou de la communication, et qui sont arrivés avec ce regard-là vers l'immobilier et qui ont un peu transposé des solutions ou des regards à l'immobilier. Alors Sylvain, mais je vous laisse le dire, vous avez fondé un réseau de mandataires, propriété privée bien connue, une marque déjà, bien identifiée. Donc je vais vous poser la question, mais on a presque la réponse dans le modèle que vous avez choisi, puisque vous n'avez pas en tout cas d'existence physique au travers de boutiques, vous avez choisi de dématérialiser. Pour le reste, et on va y revenir, vous avez des femmes et des hommes qui font le métier. Alors déjà la marque propriétéprivée.com, notre marque déjà dans son, on va dire dans sa forme, son ADN. Son ADN, c'est propriété privée n'existe ou n'a existé que par l'arrivée d'un média qui a bouleversé considérablement le comportement du consommateur qui devient informé, qui pense avoir, on va dire, accès à toute l'information. Et donc, lorsqu'on identifie que des comportements sont en train d'évoluer et en train de changer, on va faire évoluer l'industrie, comme le disent nos petits camarades, l'industrie vers, effectivement, cette réponse
une attente d'un consommateur. Et c'est comme ça qu'est né propriétéprivée.com en 2006, avec la montée en puissance de l'Internet. Mon collègue le rappelait à l'instant. Déjà en 2006, les agences de voyage disparaissent. Les agences de voyage qui ont pignon sur rue ferment leurs portes. Et on voit l'arrivée, le développement de concepts d'agences de voyage en ligne. C'est de là que naît le projet de propriétéprivée.com en disant, avec les nouvelles technologies, avec ce que propose Internet, on peut dématérialiser une partie de la relation ou une partie de l'information que l'on va donner à nos clients. Il reste toujours, dans notre relation avec l'acquéreur ou le vendeur, un réseau d'hommes et de femmes qui sont formés, qui sont à l'écoute, qui vont effectivement concrétiser la relation qui a débuté sur un média qui n'existait pas. Et quand on parle de dématérialisation, on parle de dématérialisation d'une partie du processus qui est notre métier, notre savoir-faire, qui est celui de répondre à une demande, de répondre à des attentes de clients. Je suis venu dans ce métier de l'immobilier pour plusieurs raisons. D'abord, historiquement, c'était on va dire une passion, un hobby, et j'ai rencontré beaucoup d'agents immobiliers. Et je me disais, à chaque fois que je sortais d'une agence immobilière, après avoir rencontré un agent immobilier, je me disais, je vais certainement avoir de ces nouvelles dans la semaine qui vient ou dans les 15 jours qui viennent, parce qu'il a des outils, parce qu'il a noté mon nom, parce qu'il a pris des références sur ce que je cherchais. Et mon étonnement, c'était que une semaine se passait, 15 jours se passaient, 3 semaines, 3 mois se passaient, et je n'avais jamais de nouvelles de cet agent immobilier, qui pourtant était un commerçant, qui était quelqu'un qui avait envie de gagner de l'argent, de faire du business. Et je me disais, c'est magnifique cette profession. Il y a tellement de demandes, il y a tellement de business à faire que ces gens-là n'ont pas l'obligation de suivre leurs clients, comme moi j'étais obligé de le faire dans la profession que j'ai exercée, puisque j'avais pour mission à l'époque où je m'intéressais à ce métier, d'être à l'écoute de mes clients. Et j'étais intéressé sur le business de mes clients. Donc je savais que ma paye, ma prime, était liée au développement de chiffre d'affaires que je faisais chez des clients existants. Et donc on avait des processus, on avait des méthodes, on avait du reporting, on avait tout un tas de systèmes qui nous permettaient de garder, d'avoir un historique de la relation, de savoir répondre à des demandes de clients. Et quand je suis arrivé dans ce métier, j'étais un peu, pas effaré, mais stupéfait de voir le peu de cas qu'on faisait du client. Et propriétéprivée.com, le slogan était aussi un peu volontairement arrogant. C'était de dire, en France, quand on voit que le marché de l'immobilier a été multiplié par 2, enfin le prix des biens immobiliers a été multiplié par 2, et comme les commissions d'agence étaient assises en pourcentage sur la valeur vénale du bien, que la commission de l'agent immobilier était doublée. Alors je me posais la question, mais est-ce qu'en 10 ans, l'agent immobilier a fait 2 fois plus de travail ? Et je n'avais pas l'impression vraiment que, effectivement, la prestation avait suivi cette flambée ou cette évolution des prix de l'immobilier. Et donc, Propriété Privée a fait aussi le pari de dire à des acheteurs, tournez-vous peut-être aussi vers des gens qui ont un modèle économique qui vont vous faire économiser de l'argent. Et c'est aussi un des piliers de propriétéprivée.com, même si dans la réalité, nous en parlions avec notre confrère, nous ne sommes pas si éloignés que ça, et le terme ou la terminologie de low cost ne nous va pas très bien, parce que nous sommes capables de défendre des commissions, nous sommes capables de défendre des honoraires, et je disais, nous avons une moyenne de commission qui est légèrement en dessous de 7 000 € hors taxe, en moyenne, sur l'ensemble du réseau propriété privée, ce qui est tout à fait honorable, et ce qui se pratique, je crois, dans la profession. Donc dématérialisation de la relation, oui, du fait d'un média qui a complètement bouleversé une industrie, un type de service, une façon de répondre aux besoins des clients qui est intelligent, formé, à l'écoute et qui a besoin aujourd'hui d'être écouté. Puisqu'on dit un mot sur le modèle économique, allons au bout. Clairement, une proximité en termes d'honoraires, mais plutôt au bénéfice de ceux qui n'ont pas les charges physiques d'agence, qui redistribuent comme ça, je dirais, ces moindres charges. Et s'agissant de la rétribution des négociateurs, pour que les esprits soient clairs, le modèle des réseaux de mandataires n'est pas forcément encore très connu. Le mode de rémunération des négociateurs est aussi sensiblement différent. Alors, un négociateur, c'est vrai que n'ayant pas les charges fixes que peuvent avoir des agences qui ont pignon sur rue ou qui ont une organisation avec, on va dire, des équipes structurées, avec un système de management, etc., très développé. Donc, il y a un modèle de rémunération qui est aussi un peu novateur et qui peut paraître alléchant
si on est aussi capable de fonctionner dans l'indépendance, parce que c'est un modèle d'indépendant, et effectivement, on n'a pas l'accompagnement ou le coaching que peut avoir un agent dans une structure organisée et structurée. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Jean-François, qui portera un regard un peu extérieur, critique, Romaric, Manovelli. Alors, le Benjamin de cette table ronde, je n'ai pas pris grand risque à le dire, ça se voit. Non pas que les autres paraissent âgés, mais lui, il paraît jeune. Et là encore, bon, un parcours plus proche de celui de Sylvain. Romaric, vous venez d'un tout autre métier, un métier de service, difficile, la restauration. Et puis ensuite, les hasards de la vie ont fait que vous vous êtes retrouvé dans l'univers de la presse spécialisée, chez Businessimo, bien connu de la communauté professionnelle. Et puis de là, voilà, vous avez eu un regard à la fois passionné et puis critique sur les pratiques professionnelles. Je parlais de phénomène de génération. Alors, votre regard en apporteur de solutions, fatalement, puisque vous apportez des solutions, c'est que vous trouvez qu'elles ne sont pas là ou qu'elles ne sont pas suffisamment utilisées. Et puis, peut-être en prenant un peu de recul, est-ce que vous trouvez qu'il y a une appétence suffisamment forte aujourd'hui des acteurs déjà en place à utiliser ce que vous leur proposez? Alors, la première chose, bonjour. Donc effectivement, j'ai monté une agence de communication digitale spécialisée dans les nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que lorsque je travaillais chez Businessimo et que j'intervenais donc en tant que chargé de clientèle, j'accompagnais les professionnels dans leurs actions de communication. Je me suis rendu compte qu'on était dans un secteur où l'image était relativement importante dans la communication avec ses prospects et qu'elle était très peu utilisée, voire pas du tout utilisé. J'ai appris à connaître le secteur. Je me suis rendu compte que c'était un secteur qui était très opaque. Très opaque dans sa manière de fonctionner. On le voit au niveau de la géolocalisation, on le voit au niveau, lorsqu'on a un mandat, de absolument pas qu'un autre agent puisse aller chercher le mandat à notre place. Et donc il y avait vraiment une réelle opacité qui est entrée en contradiction avec la demande de transparence on va appeler des internautes maintenant plutôt que des prospects, qui se sont rués effectivement sur tout ce qui était Internet dans tous les secteurs d'activité. On l'a vu dans l'immobilier commercial, dans le commerce, ou le e-commerce aujourd'hui que tout le monde connaît, a vécu une très très belle réussite. Et pourtant, les commerces de proximité ont continué à avoir une très bonne activité. Donc tout à l'heure, on parlait des agences de voyage qui ont disparu effectivement avec l'Internet. A contrario, les commerces, finalement, ont réussi à maintenir, malgré le e-commerce, une activité qui était tout à fait honorable. Aujourd'hui, moi, par rapport à l'aspect dématérialisation, on reviendra après sur les problèmes par rapport à l'utilisation de ces solutions par les agents immobiliers, qui est plus un problème de modèle économique dont on a largement parlé, qui est établi maintenant, qui est un modèle économique historique et qui demandait tout simplement, donc, lorsque le propriétaire donnait un mandat à un agent immobilier, de faire tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait faire en son pouvoir pour pouvoir commercialiser ce bien. La solution est tout à fait honorable, il y a une commission qui est intéressante en face. Le problème, c'est que le mandat était trop éphémère, trop aléatoire. À moins d'avoir un mandat exclusif, je ne vois pas comment une agence immobilière pourrait sortir de l'argent pour faire de la promotion pour un bien qu'il a aujourd'hui en mandat, mais qui n'aura peut-être pas dans 15 jours. Sachant que la réglementation est claire et ne favorise pas cette pratique-là. La rétribution se fait à terme de transactions. C'est à mon avis un vrai blocage aujourd'hui pour les agents immobiliers en termes tout simplement de communication, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens et le modèle ne leur permet pas de mettre de l'argent pour pouvoir promouvoir le bien. Donc ils font ce qu'on appelle le minimum vital, ce que je considère aujourd'hui, c'est-à-dire avec leurs iPhones. De toute façon, j'imagine que tous, vous avez été à la recherche à un certain moment d'un bien immobilier. Vous devez écumer les différents portails immobiliers où vous allez voir des visuels. Il y a Immobilier 2.0 qui avait publié quelque chose de très intéressant, qui était les 50 photos les plus horribles de la communication dans l'immobilier. Et malheureusement, on en rigole, mais ça existe encore. Ça existe encore. Alors, pour revenir sur la dématérialisation, je ne suis pas un professionnel du métier. Par contre, effectivement, je propose des solutions innovantes. Je me suis vraiment concentré sur tout ce qui était nouvelles technologies, l'information et de la communication, pour dynamiser la promotion d'un bien et sa commercialisation, et apporter aux internautes suffisamment d'informations pour qu'ils puissent prendre une décision qui va être aller physiquement faire une visite,
ou faire une acquisition, mais ça on en discutera dans un second temps. Au niveau de dématérialisation, j'ai plusieurs niveaux. Le premier, c'est effectivement les locaux. On dématérialise l'agence immobilière avec un site internet, d'ailleurs qu'on couple lorsqu'on continue une activité avec une agence physique, on a forcément notre site web. Donc il y a ces deux modèles. Ensuite, on va parler de... moi, en tout cas, dans mon activité, je vais parler de dématérialisation lorsque je vais parler de numérisation d'un bien immobilier. Numérisation, ça va de la simple photo prise avec son iPhone à de la vidéo, de la photo 360, de la vidéo 360, tous ces nouveaux médias qui permettent de numériser un patrimoine, de numériser un bien, et donc, pour le coup, de le dématérialiser. La matière, des matières. On peut intervenir aussi en termes de dématérialisation dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui le homestaging. On a un appartement qui est existant, avec une superficie, une localisation, etc., mais il n'est pas en état de pouvoir être vendu comme ça. En tout cas, on ne peut pas l'utiliser dans une action de communication. Donc on intervenait pour faire du homestaging, c'est-à-dire rentrer dans l'appartement, remettre les cadres au bon endroit, mettre un petit coup de propre pour pouvoir tout simplement présenter physiquement lors d'une visite ou sur Internet, de présenter le bien sous son meilleur jour. Aujourd'hui, le homestaging se fait en 3D, c'est-à-dire qu'à partir d'une prise de vue photo, vous allez pouvoir faire différents types d'aménagements qui vont donner des éléments au futur acquéreur pour pouvoir se projeter dans son futur appartement. Les deux dernières étapes que j'ai dans cette dématérialisation de l'immobilier, ça va être l'interaction entre le professionnel et le prospect. Il y a une trentaine d'années, forcément, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de visioconférence, il n'y avait pas toutes ces solutions de communication. La relation était très cordiale, très humaine. Les gens se rendaient dans leur agence et puis exprimaient leurs besoins, recherchaient un bien, donc en discutaient directement avec l'agent immobilier face à face. Aujourd'hui, on a une dématérialisation qui est possible de tous les outils de communication. On le voit de plus en plus dans l'immobilier aussi. Des solutions click-to-chat qui permettent à un professionnel de répondre en temps réel à la demande de l'internaute, chose très importante puisque je reviens sur le fait qu'aujourd'hui les internautes sont habitués. Dans tous les secteurs d'activité, on peut commander ou avoir très rapidement une information, en quelques clics, avoir un professionnel qui répond à nos demandes. Une étape importante, c'est l'étape de la visite. L'étape de la visite. La visite physique, indispensable. Elle le restera, a priori, pour toujours. C'est-à-dire qu'on est obligé à un certain moment, c'est l'investissement d'une vie, donc on parle bien entendu d'une transaction, d'une acquisition. Pour la location, je pense qu'il y a des solutions qui vont être totalement envisageables en étant totalement dématérialisées, mais en tout cas pour une vente, on va vouloir se rendre sur place. On prendra l'avis de Didier sur le sujet tout à l'heure ou d'Alain. Ok. Donc là encore, aujourd'hui, on parle de visite virtuelle. La visite virtuelle, c'est quoi? C'est on a numérisé notre bien et on l'a publié sur un site pour que l'internaute puisse se projeter et visiter le bien sans avoir à se déplacer. Pourquoi c'est bien? Pour éviter aujourd'hui de faire ce qu'on appelle des déplacements inutiles. Déplacements inutiles qui sont a priori assez pesants pour les internautes et qui finalement, en dehors du fait de pouvoir faire signer un bon de visite pour justifier d'une visite, souvent, et ça a été confirmé par des amis à moi, agents immobiliers, qu'on savait que le bien ne correspondait pas forcément bien aux attentes de la personne, mais on s'est dit, pourquoi pas, je vais pouvoir le rencontrer, je vais pouvoir justifier au propriétaire que j'ai fait une visite. Et ça, je trouve ça dommage. On rappellera que la loi Allure crée l'obligation désormais pour ceux qui ne le faisaient pas de rendre des comptes beaucoup plus régulièrement aux mandants sur les. Je pense que du coup, ça dessert vraiment le métier de l'immobilier dans sa relation avec le client. Parce que finalement, aujourd'hui, il y a suffisamment de supports de communication pour pouvoir donner de l'information au client qui éviterait de se déplacer pour rien. Et moi, effectivement, je viens de la restauration, comme je disais, que je viens du service, et j'ai toujours appris qu'il n'y avait rien de mieux qu'un client qui était satisfait.
sur du court terme, mais également sur du long terme. C'est-à-dire qu'il va en parler à ses amis, il a été content de la transaction, il va en parler à ses parents, à ses cousins, il va en parler à du monde, et du coup, on va avoir un effet boule de neige. Il est corse, hein, les parents, oui, les cousins, moi, vous avez compris. Hein, oui. Mais enfin, moi, la relation client est vraiment centrale, moi, dans ma manière de penser, et je trouve que il y a eu des problèmes dû à un modèle économique, certes, dû à une législation qui n'est pas forcément adaptée aux nouveaux modes de consommation, mais en tout cas qui est réelle. Et du coup, pourquoi pas aller sur des visites totalement dématérialisées, en laissant, bien entendu, l'humain au cœur de ces technologies, de cette dématérialisation, parce que finalement, on a vu que, par exemple, du PAP, qui était un moyen de vendre un appartement entre particuliers, stagnait depuis des années, et que la demande des internautes était vraiment d'avoir du conseil donné par les agents immobiliers, dont c'est le métier, et ça doit être les premiers acteurs de cette évolution dans les nouvelles technologies, cette évolution dans la dématérialisation, et on voit qu'on pourrait aller effectivement jusqu'à une transaction finale, puisqu'aujourd'hui il existe des solutions de bons de visite électronique. Ça pourrait être une solution pour la loi Allure, et de signer des documents légaux via une signature électronique qui a exactement la même valeur qu'une signature réelle. Merci beaucoup, Romaric. On va prendre l'avis tout à l'heure de vos voisins de droite et de gauche. Alors, Jean-François Giguère, bienvenue. Merci. Puisque vous venez d'un pays ami, largement représenté dans ce salon Rent, ces 2 jours. Vous présidez aux destinées d'un réseau dans un grand pays. Alors, votre regard, parlez-nous un peu de ce réseau, présentez-vous, comme l'ont fait vos voisins, et parlez-nous de l'expérience qui est la vôtre de la dématérialisation, et donnez-nous votre regard, fût-il sévère ou très aimable, sur les pratiques françaises telles que vous les voyez. Merci beaucoup. D'un, je ne préside pas, mais je vice-préside d'abord. Je m'occupe des responsabilités marketing et communication de la bannière qui s'appelle Via Capital, qui est un réseau de bannières de franchisés au Québec en courtage immobilier, qu'on dit chez nous. Je souligne, comme vous le disiez, là, on a 5 propriétaires d'agences qui sont ici avec nous. Donc aujourd'hui, effectivement, on est une belle délégation. Donc le réseau, en quelques mots, c'est à peu près 1200 courtiers. C'est quand même un réseau qui est important. On a, en termes d'inscription, en termes de contrats de courtage, à peu près 12 à 13 000 contrats de courtage. On est une présence qui est essentiellement sur le marché du Québec. Donc oui, mon regard au niveau de la dématérialisation, je vais essayer de le diviser un petit peu. Puis mon regard, c'est certain, et plus je prends le biais du côté marketing et communication. C'est un peu et j'ai un peu cette chance d'avoir le regard et d'être dans l'industrie depuis quand même un certain court laps de temps. Je le vois en deux temps. Je le vois d'un point de vue au niveau justement des courtiers. Le travail qu'on doit faire avec les courtiers, mais aussi du côté de la transaction. Si je parle du côté des courtiers, ce qui est important de comprendre, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est justement la relation qu'on a avec les courtiers. Ce qu'on établit comme relation avec les courtiers, comme réseau, en tout le moins, on porte une attention particulière à ce que l'ensemble de nos courtiers soient contents, soient satisfaits. Et la dématérialisation peut jouer contre cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il faut y trouver un équilibre où, justement, on va offrir des services à ces gens-là, des services qui vont leur permettre d'être compétents dans ce qu'ils font, parce qu'on sait qu'on a un gros enjeu de commodité. Tantôt, on a fait référence aux agents de voyage. C'est une industrie qui s'est rapprochée de la commodité, puis c'est certain qu'on fait face à cette problématique-là. Donc, d'offrir des outils technologiques à nos courtiers, ça leur permet d'être plus performants. D'un autre point de vue, c'est aussi, il faut savoir qu'on est dans une industrie où les gens, c'est important. Si on veut les fidéliser, nos courtiers, à rester avec nous, il faut avoir une présence. Il faut qu'il y ait des points de rassemblement. Il faut qu'il y ait des endroits où ils peuvent se retrouver, où on peut leur offrir de la formation. Donc, pour nous, c'est aussi important d'avoir ces points-là, peut-être à l'inverse un petit peu de votre réseau qui n'existe pas chez nous, là, le réseau des mandataires. Donc, ce hub-là, pour nous, est important. Pour en avoir parlé justement avec certains franchisés qui y ont pensé, parce que moi, je viens de l'industrie des agences de publicité. Au niveau des agences de publicité, il y a eu cette tentative-là de dire, on est rendu dans un monde virtuel, on va permettre avec la technologie à nos gens de quitter les agences. Ça a été un fiasco.
Je pense que ça pourrait être le même fiasco, justement parce que les gens, on est des gens d'émotion, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler, d'avoir un sentiment d'appartenance. Et chez nous, en tout cas, on le vit beaucoup. Ce bonheur-là, je dirais, Via Capital, par l'espace aussi physique. Jean-François, vous parlez à ce sujet aussi bien des collaborateurs qui ont des besoins de rencontres physiques que des clients. Oui, alors là, ça m'amène justement sur l'autre côté, au niveau des clients. Je travaille justement présentement à travailler sur le positionnement de la bannière. Et ce travail-là m'a amené beaucoup à m'immiscer à l'intérieur de données, d'insights consommateurs, à essayer de comprendre comment le consommateur magasine, qu'est-ce qui est important pour lui. Je vais vous avouer, à ma grande surprise, je comprends que, puis il y a une statistique qui était très, très forte à cet effet-là, qui disait que plus on s'engage dans une transaction qui est importante en termes de dollars, plus les émotions deviennent importantes. Plus la relation donc avec mon courtier, la présence, son réconfort, parce que c'est pas tout le monde qui veut passer à travers. C'est quand même, ça peut être traumatisant quelque part. Des gens sont attachés justement à une transaction, à une maison, à une résidence. Alors ce côté-là émotif, ce côté-là quasi psychologique est important. Donc la présence du courtier, aider de la technologie. Et là, c'est là qu'on parle de l'équilibre qu'il faut avoir. Donc tout ce côté-là qu'on amène d'accompagnement avec l'acheteur et le vendeur est hyper important pour moi. Donc, il faut y voir justement cet équilibre-là. Et pour moi, la dématérialisation vient comme en support à ça, mais il ne faut surtout pas oublier cet aspect-là. Alors, le regard sur les pratiques françaises, je ne sais pas à quel point vous les connaissez bien, puis elles sont très diverses, hein, elles sont même autour de cette table diverses, il y a des modèles différents. Est-ce que vous trouvez que cet équilibre que vous croyez souhaitable est trouvé, ou qu'il y a encore un retard vis-à-vis du recours aux nouvelles technologies? Ben, c'est un petit peu difficile pour moi, justement, de porter un regard plus précis sur le comment, et j'ai pas eu un regard micro sur ce que vous faites. C'est certain que votre industrie fonctionne d'une autre façon. Chez nous, la quasi-totalité des mandats chez nous sont en exclusivité, contrairement à vous. Donc, quand on a un client, on développe cette relation-là avec lui parce qu'il va travailler avec nous. Peu importe le mandat appartient à quelle bannière ou à qui. Donc, on peut le développer. Vous, ce que je comprends, de ma compréhension de votre marché, c'est que ce client-là va magasiner, il va aller d'un endroit à l'autre. Ça devient donc aussi important, justement, de développer cette relation-là avec ce client-là pour éviter qu'il aille ailleurs. Mais vous avez ce problème-là d'exclusivité versus non-exclusivité là, qui vient en jeu. Et en termes de réglementation, on parlait du blocage avec Romaric, que tout le monde connaît ici, hein, avec une rémunération de l'agent lorsque la transaction est réalisée, l'impossibilité de facturer avant au vendeur, voire à l'acquéreur, quelques moyens que ce soit. Est-ce que vous avez un autre modèle réglementaire chez vous? Chez nous, la personne va payer sa commission lorsqu'il va passer chez le notaire. Nous, quand le notaire, j'imagine que c'est la même chose chez vous. Donc, modèle identique. Je pense que c'est le même modèle que vous là, qui s'applique chez nous, donc il va payer par après. Nous, notre industrie, je prends quelques secondes, c'est certain qu'on est beaucoup challengé présentement dans le marché avec une réalité qui est l'avènement des bannières low cost. C'est-à-dire, et chez vous, je crois que c'est impossible, mais une offre dans le marché, et encore là, on parlait de commodité, c'est sûr que ça nous challenge. Où on va facturer un taux fixe pour prendre un mandat à un taux très, très bas. Mais là, le service ne vient pas. Tout ce que j'expliquais tantôt au niveau de la valeur ajoutée du courtier est absente. Et c'est là, nous, justement, comme bannière, comme réseau qui représente un courtier, dans un marché de commodités qui doit faire la démonstration de cette valeur ajoutée. Pour nous, c'est un challenge très, très présent de faire la démonstration de la valeur ajoutée des courtiers et encore plus du courtier Via Capital chez nous qui je crois, est au-dessus de la mêlée. Merci beaucoup, Jean-François. Didier, sans vouloir vous opposer à votre jeune voisin de droite, il a lancé un pavé dans la mare. Il a présenté un certain nombre d'outils qui, je crois, sont utilisés ou en cours de diffusion chez Century ou ailleurs, ou dans les rangs de tels syndicats. Et puis, il est allé un peu plus loin, pas seulement pour provoquer, j'ai le sentiment qu'il a des convictions là-dessus, sur la dématérialisation de la visite et sur une modification de la chaîne de valeur, pour utiliser des mots un peu prétentieux. Mais ton avis? On est d'accord au moins sur une chose, c'est que la visite physique
demeure, au moins pour l'achat du logement de la famille, indispensable. C'est quelque chose de viscéral, on a envie de toucher les murs, etc. Là-dessus, on est d'accord. Le client, il a toujours procédé depuis toujours par élimination. Je ne sais pas si les plus anciens dans cette salle s'en souviennent, mais il y a 20 ans, les acheteurs en région parisienne, ils achetaient tous le Figaro le matin, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils entouraient, ils rayaient, etc., parce qu'ils ne pouvaient pas tout voir, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas d'Internet, etc. Donc ils procédaient par élimination. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils font exactement la même chose, sauf que, bien évidemment, ils ont tout à disposition, ils ont des dizaines et des centaines de photos, ils ont des textes, des descriptifs qui sont extrêmement complets, donc ils procèdent exactement par élimination. Où je ne suis pas d'accord avec Romaric, c'est que notre boulot, aujourd'hui, c'est de faire venir le client dans l'agence, c'est de lui faire téléphoner à l'agence. Donc le client va continuer à procéder par élimination, mais au final, il doit venir dans l'agence, et c'est quand on le rencontre qu'on va lui, en faisant une découverte de ses besoins, etc., qu'on va l'accompagner du mieux possible. Mais c'est pas d'éviter les visites, c'est de l'emmener dans une agence, c'est de l'amener à téléphoner dans l'agence. Et au niveau de tout ce qui existe aujourd'hui, et tu as des outils qui sont absolument formidables pour présenter les biens. Ce qui me fait peur, moi, aujourd'hui, c'est que les particuliers, eux, s'emparent eux-mêmes de tous ces outils et qu'ils s'en emparent avant les professionnels. Prenons un exemple, les sites comme Airbnb qui mettent en danger aujourd'hui l'hôtellerie classique, mais aussi les agences spécialisées en location saisonnière. Le succès de ces sites, c'est quoi? C'est parce que c'est simple, etc. Mais c'est surtout parce que les internautes, les propriétaires ont compris une chose, c'est qu'ils devaient valoriser leurs biens. Il n'est pas rare de trouver 10, 20, 30 photos pour un studio qui est alloué pendant une nuit à Paris, etc. Il n'est pas rare de trouver un descriptif de 2 pages, etc. pour valoriser le bien, et tout ça parce qu'ils vendent une nuit alors que nous, on vend une vie. Voilà. Donc on est d'accord sur... mais il faut que le client il finisse par venir dans l'agence. Romaric, une réaction? Bien sûr. Et Alain ensuite. Alors, du coup, j'ai deux petites choses sur lesquelles je souhaite rebondir. Rapidement, parce que le temps passe. Très rapidement. Alors, la première, c'est que je pense que notre ami au fond n'est pas forcément d'accord, puisqu'il a son modèle économique est sans agence. Et ça ne veut pas dire que, parce qu'on ne va pas dans l'agence, on ne va pas communiquer. J'ai exposé tout à l'heure plusieurs solutions de communication qui étaient existantes, notamment la visioconférence, où on peut se voir, c'est-à-dire redonner une dimension humaine, finalement, à l'Internet. C'est rien de plus, la visioconférence. Maintenant, par rapport... Alors là, je ne vais parler que de mon expérience personnelle, très rapidement. Lorsqu'on achète aujourd'hui, on va essayer de faire un petit comparatif, on achète aujourd'hui une montre de luxe, on va rentrer avec un budget de 5 000 € dans une boutique pour acheter je ne sais pas si c'était la marque, une Rolex. On va rentrer dans une boutique... Avant 50 ans. Concessionnaire, je sais pas encore. Un concessionnaire automobile pour une acquisition d'une grosse Mercedes entre 60 et 80 000 €. Et la troisième boutique, on rentre dans une agence immobilière pour acheter un appartement, l'investissement d'une vie, qui peut aller de 200 à 1 million d'euros. Est-ce que, objectivement, aujourd'hui, vous considérez que la qualité de service, d'accueil est équivalente, je ne dis pas 10 fois supérieure, puisqu'elle devrait l'être, je dis équivalente à ce qu'on a aujourd'hui dans une boutique type une bijouterie, type un concessionnaire auto? Bon, clairement, Sylvain opine du chef, on a senti qu'il y avait un axe. Un mot peut-être, Sylvain, là-dessus, puis ensuite je vais piquer Alain là-dessus. Plus que 100% d'accord, c'est évident. C'est évident qu'aujourd'hui, ce client-là n'est pas traité avec tous les égards, on ne va pas dire liés à son rang, mais au moins tous les égards liés à l'achat qu'il envisage de faire. Et on parle beaucoup de mandats et de vendeurs, mais dans notre métier, ce qui est plus important, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur, c'est lui qui va payer finalement et qui va rémunérer l'agent au niveau de sa commission. Et là, enfin, moi, vous allez dire que c'est peut-être une obsession d'un temps jadis, mais pourquoi ne s'occupe-t-on pas de nos clients? Pourquoi, lorsqu'un client passe dans une agence, on va dire, et passe la porte d'une agence ou vient rencontrer un de nos négociateurs, pourquoi ne garde-t-on pas ce client jusqu'à la fin du processus? Pourquoi même, on va dire, là on n'est plus dans la dématérialisation, on est dans une matérialisation du service, la compréhension d'un besoin. Et pourquoi tous les agents immobiliers, on va dire, ne travaillent pas ensemble, comme on peut le voir, ou peut-être outre-Atlantique, en disant « Monsieur le client, je vais m'occuper de vous et je vais faire le tour de l'offre
de manière à répondre à votre besoin. Vous cherchez un appartement type 2 dans tel quartier, je vais vous présenter tous les types 2 du quartier, fussent-ils vendus par un particulier, fussent-ils vendus par un professionnel. Et c'est ma compétence, je vais vous suivre jusqu'à ce que nous ayons signé enfin ensemble la transaction. Pourquoi n'arrive-t-on pas à ça? Voilà, moi c'est mon grand dilemme, ma grande question, on va dire, au quotidien, et que je pose quotidiennement aux négociateurs qui travaillent chez Propriété Privée, parce qu'on a un marché qui est fabuleux. Le marché est extraordinaire. Encore faut-il savoir répondre aux attentes de ce marché. Alain Millet, deux choses, et puis ça va nous conduire à parler, le sujet a été annoncé, je tiens à ce que chacun s'exprime là-dessus, la question de la valorisation des fonds de commerce d'agences immobilières. D'abord, les données, ça fait le lien directement avec ce que dit Sylvain, les data. Comment utilise-t-on aujourd'hui, et quelle est les voies de progrès? Est-ce qu'on ne gâche pas la marchandise? Voilà, pour le dire de manière un peu vulgaire. Et est-ce que les nouvelles technologies ne sont pas évidemment un moyen puissant de mieux traiter le client, parce qu'on va mieux traiter les données et sur le parcours. Et puis la question du management des collaborateurs. Bon, personne n'a dit qu'on pouvait se passer de collaborateurs, ça me fait plaisir, parce que comme moi je forme vos futurs collaborateurs, ça aurait été une mauvaise nouvelle. En revanche, la manière de les manager, de les piloter, ils sont salariés ou ils ne le sont pas, peut évoluer. Alain, tu connais les deux façons de faire. Donc ton avis sur le traitement des données, ton avis sur le traitement des collaborateurs par rapport aux nouvelles technologies. Alors, pour faire réponse sur le premier point, je crois qu'il faut d'abord s'interroger sur le fait de savoir jusqu'où on va positionner le curseur des nouvelles technologies dans l'acte de vendre, de louer ou de gérer un immeuble. Jusqu'où peut aller le progrès dans ce domaine? Car il y a le correspondant qui est celui de l'émotion. Le président d'ERA, François Gagnon, a eu il y a quelques années une très bonne définition de ce qu'était la vente. La vente, c'est un transfert d'émotions. Donc, il faut positionner ces nouvelles technologies à la lisière de l'émotion, car il ne faut pas que ça vienne anéantir le travail de la vente. Alors, pour ce qui me concerne, vous avez devant vous un vieux crocodile qui a fait plus de 800 ventes à ce jour, et je remarque que les réactions sont souvent les mêmes, sauf que lorsque on utilise bien sûr l'outil Internet et qu'on peut faire sa sélection sur image, sélection sur des textes, et que, ce qui m'est arrivé encore il y a peu de temps, la personne vient, elle vient sur une affaire, en réalité, celle que je lui vends était déjà dans la sélection. Mais évidemment, comme il a pris un fichier virtuel, il n'a pas pu se rendre compte, il n'a pas eu son émotion. Donc, nous avons une limite dans notre sélection qui est celle du ressenti du client. Pour chacun des trois modèles économiques, si on prend le cas d'un syndic... Rapidement. Alors, rapidement. Puisque un syndic, c'est quand même l'avenir d'abord de nos forêts françaises, vu le nombre d'assemblées générales, et donc la dématérialisation sera une bonne chose. Pour ce qui concerne les locations, ce sera d'ailleurs aussi un avantage, surtout en matière de gestion, on connaîtra son compte. Pour ce qui est de la transaction maintenant, alors... revenons à ta question. La transaction doit être opérée par quelqu'un qui agit, qu'il s'agisse d'un agent immobilier classique ou d'un broker, un courtier au Canada ou d'un négociateur salarié. Mais le problème restera toujours le même, c'est qu'il faut qu'il ait un grand professionnalisme. Et le professionnalisme, c'est aussi de traiter le client comme il mérite d'être traité, car il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous fait vivre. Donc, vous avez fait une comparaison que je conteste un tout petit peu, c'est qu'on n'est pas forcément moins bien reçu dans une agence que chez Ferrari. Mais sur le principe, où on est un bon ou on ne l'est pas, où on est un bon professionnel ou on ne l'est pas. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir des formations pour pouvoir amener les novices à un niveau de qualification qui fera en sorte qu'on captera la confiance du client. Ta deuxième question, elle portait sur l'évolution de la valeur des fonds de commerce. Alors voilà, l'évolution du fonds de commerce, c'est un thème que je pratique puisque j'ai effectivement aussi l'activité de vente des cabinets de syndic et de gestion.
Et je dirais que l'activité de transaction immobilière, si on prend celle-ci, a une valeur dès lors qu'elle est adossée à la vente d'un portefeuille. Alors aujourd'hui, on parle, mais sous le contrôle de Didier, qui pourra donner son point de vue, mais on parle d'emplacement, de pas de porte, on parle également de fichiers, en effet, on parle d'ancienneté, enfin il y a divers critères. Il y a bel et bien une valorisation du fonds de commerce des agences immobilières. Alors, est-ce que le recours aux nouvelles technologies, parce que je pense que ça peut être une attente des personnes dans la salle qui exercent pour beaucoup, va enlever toute valeur de négociation à un fonds de commerce, ou au contraire va réévaluer, parce que peut-être qu'on aura bel et bien des fichiers qualifiés, traités, parce que voilà, est-ce qu'il faut imaginer un nouveau modèle de valorisation des fonds de commerce? Oui, alors le juge de paix, bien évidemment, c'est la lecture du bilan et des résultats. Il est bien évident qu'une personne un professionnel qui utilise un mode économique, un mode opératoire qui est celui notamment, par exemple, de se dispenser d'un cabinet immobilier et de ne traiter qu'avec un réseau d'agents commerciaux, quelle est sa valeur? C'est la valeur qui correspond avec un multiplicateur ou un coefficient par rapport à son EBE, à son résultat courant avant impôt. Le résultat, il est là. Comment dirais-je, le juge de paix, c'est le résultat. Alors maintenant, ce n'est pas pour autant que les agents immobiliers doivent craindre, comment dirais-je, une dévalorisation, parce que Internet est venu, a fait son intrusion et a modifié nos conditions de travail. Il ne faut pas oublier non plus qu'on peut avoir un très bon emplacement qui a donc une valeur de droit au bail si on devait s'en séparer, et qu'on puisse se déplacer. Et justement, c'est peut-être là où ça peut être un terme de valorisation, c'est qu'on peut, lorsqu'on est en vitrine, enfin ce qu'on appelle quelqu'un qui est vitré, peut déplacer son activité dès lors qu'elle n'est pas trop éloignée. Il peut d'ailleurs, compte tenu des circonstances, céder un droit au bail à forte valeur pour en prendre à valeur inférieure et pour avoir un résultat identique. C'est une question d'adaptation. En réalité, notre gros problème, c'est de savoir nous adapter en temps et en heure, et surtout commencer à préparer déjà ce qui va évoluer, dont on ne connaît pas tout à fait les contours à l'heure actuelle. Alors Didier, avant le mot qui sera le mot de la fin, par courtoisie, un invité, je trouve que c'est lui qui doit clôturer. L'avis de Didier sur l'évolution de la valeur des fonds de commerce et ce que peut être au fond une agence dans les 5-10 ans qui viennent, avec sous-tendu l'évolution de sa valeur capitalistique. La valeur du fonds de commerce d'une agence, on la connaît, c'est un savant dosage de chiffre d'affaires, de rentabilité, de qualité des fichiers, d'emplacement, etc. Je pense qu'il y a un nouvel élément que l'agence immobilière physique va devoir intégrer, c'est la data. Nous avons tous, en tant qu'agents immobiliers, des stocks d'estimation. On a vendu depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, des maisons, des appartements. Donc depuis 20 ans, on a accumulé les clients. À titre personnel, moi j'ai acheté plusieurs fois dans ma vie. J'ai jamais reçu une lettre de remerciement. Je n'ai jamais reçu un courrier qui me demande est-ce que vous avez envie de revendre, est-ce que vous voulez plus grand, plus petit, etc. J'ai reçu une fois une carte de vœux la première année quand j'avais acheté ma maison. Donc en fait la donnée elle a bien évidemment un intérêt que si elle est qualifiée, si elle est exploitée avec des outils, avec du personnel. Il faut oublier, à mon avis, j'en souris toujours quand je vois les patrons d'agences qui délèguent à leurs collaborateurs la gestion de fichiers parce que c'est pas leur boulot, ils sont de passage, alors que le management est là pour ça. Donc je pense que c'est un des éléments qui va permettre, en tous les cas, d'ajouter en plus ou en moins une valeur à l'agence immobilière. Et cette donnée, il faut y faire très attention, il faut la sécuriser, parce que là aussi, c'est des choses qui s'échappent très facilement. Il y a des acteurs aujourd'hui, on travaille avec eux, mais les portails, etc., qui, d'une certaine façon, collectent cette donnée, l'utilisent à votre place. Vous avez d'autres acteurs, les vendeurs de leads, qui, eux, vous prennent entre 10 et 40% de la commission. Mais ces gens-là, ils prennent de la donnée, ils l'utilisent, ils l'exploitent. Quand vous transmettez à des sites internet les biens que vous avez vendus, quand vous leur transmettez les prix des biens que dans votre quartier, ni plus ni moins, vous déléguez à ces sites, à ces portails, de la matière, du contenu qui a énormément de valeur et qui vous échappe. Et en plus, vous devenez un jour ou l'autre dépendant
hein, de ces acteurs. Voilà. Alors j'ai le sentiment qu'on va vers, peut-être un mot de Sylvain qui le demande, on va vers une plus grande complexité, peut-être une plus grande intelligence du calcul de la valeur des fonds, parce que messieurs, il faut se dire les choses, aujourd'hui, pour évaluer la valeur d'une agence, c'est souvent le chiffre d'affaires, le seul chiffre d'affaires multiplié par un coefficient. Voilà, bon, on a une façon rustique, et à vous écouter, et je crois qu'on peut s'en féliciter, on va vers une plus grande intelligence de la valorisation des entreprises. Sylvain. J'ajouterais juste un élément qui me semble, moi, indispensable pour le calcul de cette valeur, c'est la valeur des hommes. Parce qu'on disait que c'était eux qui transformaient de l'émotion, c'est eux qui, au final, donnent une vraie valeur à l'agence immobilière. Et c'est là où les modèles, on va dire, qui sont un peu comme les nôtres, sont peut-être des modèles à surveiller, c'est que ces gens-là sont capables aussi, demain, ils ne sont pas forcément attachés et à une enseigne ou à un système de management qui, parfois, peut ne plus leur plaire ou ne plus leur convenir. Donc la valeur d'un fonds de commerce aujourd'hui, d'une agence, c'est avant tout son capital humain. C'est quelle est la valeur des négociateurs lorsqu'on fait de la transaction, quelle est la valeur des gestionnaires lorsqu'on fait de la gestion locative. C'est, à mon sens, la première valeur du fonds de commerce. Je vais juste raconter une anecdote personnelle. Quand j'ai vendu mon agence, que j'ai gardée près de 20 ans, j'avais des collaborateurs qui avaient entre 5 et 10 ans d'ancienneté dans mon agence. Et donc, si je suivais ton raisonnement, ça aurait posé un problème à mon successeur, parce qu'un an après, il n'avait plus un seul de mes collaborateurs. Il les avait tous perdus. Voilà. Mais enfin, ils les avaient achetés, hein, de toute façon. Et je pense qu'effectivement, c'est un vrai problème. C'est là un problème de management. On vient, nous, propriétés privées, d'acheter un fonds de commerce d'un autre réseau de mandataires. Je n'ai pas acheté on va dire l'emplacement, la boutique qu'ils avaient à Vesoul, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas acheté ou repris, ou alors de façon très provisoire, la marque, parce que nous avons une marque suffisamment forte, propriété privée. J'ai acheté quoi? J'ai acheté de la performance commerciale, c'est-à-dire des gens qui constituaient ce réseau, qui sont des commerciaux, et qui me garantissent, je l'espère, le plus longtemps possible, un chiffre d'affaires, une rentabilité pour mon activité. Merci beaucoup. Le mot de la fin à Jean-François Giguère. Après ce qu'il a entendu, d'abord, est-ce qu'il est... Oui, en fait, j'écoutais vos arguments. Donc, ça ramène à dire, encore une fois, que l'enjeu, c'est un enjeu de rétention. C'est réellement un enjeu de rétention pour ce qui est de la valeur de vos entreprises. Un enjeu aussi d'être capable d'aller recruter d'autres courtiers, d'autres agents. Et de les former, désormais de façon obligatoire et à cet égard, mais ça mérite un débat, la formation à distance et les MOOC ont un bel avenir. Hein. Et donc, j'ajouterais un petit peu les éléments que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que si on regarde au niveau de la vision du futur de notre industrie, vers où on s'en va, c'est indéniable qu'on s'en va dans un monde de relations. Au niveau de la relation, ça va demeurer extrêmement important. Puis, c'est pas juste notre industrie à nous. On aurait pu prendre un paquet d'autres exemples d'industrie, l'industrie automobile, l'industrie où, justement, ce débat-là, technologie versus l'homme, on le retrouve partout. On le retrouve ici. On est dans un séminaire qui parle de technologie, mais on le sent, c'est une tendance extrêmement lourde de s'assurer, coudonc, après tout, là, c'est des hommes et des femmes, c'est de la chair, c'est de la peau, c'est le cerveau, hein, il y a le cœur et il y a la tête là, qui interviennent dans ça. Alors, il ne faut juste pas l'oublier dans le futur, cette notion-là. Parce qu'après tout, on est tous dans cette industrie ici pour vendre des maisons, en vendre plus, et on court tous après ce même objectif. Alors, comment on peut le faire d'une façon différente? Moi, je pense que c'est par le biais, justement, de ce côté-là humain de la relation. Merci beaucoup de ce regard. Vous pouvez applaudir nos intervenants.